comment articuler les enjeux de conservation, de développement économique évidemment et d'exigence artistique, quels sont les métiers, compétences, modes de financement, quels sont les types d'expérimentation requis pour permettre donc à un territoire de rendre concret ce lien si vertueux entre art, nouvelles technologies et patrimoine. Donc on est ici à la Citadelle, on a compris qu'il y avait un projet qui était en train de s'envisager sur ce sujet-là, et pendant cette dernière heure et quart, heure et demie, on verra en fonction de la teneur. Nous allons traverser ces questions et j'espère probablement faire surgir d'autres. Donc les invités, je vais les citer par ordre d'apparition sur la scène. Gabriela Fiori, qui est fondatrice de Business Design. Peut-être que tu diras un mot sur ton entreprise. Anne-Lise Rosier, qui est directrice de la Villa Créative, directrice de cabinet du président de l'Université d'Avignon. Et la Villa Créative dont elle va nous parler se trouve au sein de l'Université d'Avignon. Donc Mathieu Rosière, finalement... non, Gaëtan Grosmer, finalement, je le présente pas, c'est beau, je crois que tout le monde a... Mathieu, pareil, hein, on a compris, on sait. Et pour finir, William Shelton, qui est directeur de l'incubateur Creatis, qui est un incubateur qui est centré sur les industries culturelles et créatives, qui fait partie du groupe SOS, mais on en parlera tout à l'heure. Donc on l'a vu sur les précédentes tables rondes, ce qui pourrait être, on l'a vu sur la première notamment, sur ce qui pourrait être les attentes du public et quelques pistes de propositions curatoriales ou expérientielles. On a vu avec la deuxième table ronde ce que proposer les différentes typologies de projets ou d'œuvres que pouvaient proposer les artistes. Et donc lors de cette troisième et dernière table ronde, on pourrait penser qu'on allait plus parler d'argent que d'art et de gens, mais ça va pas être si vrai que ça du tout. Et on va voir que la dimension humaine est parfaitement essentielle. Gabriela Fiori, tu vas, je pense, que tu ne me contrediras pas là-dessus, jamais. Et jamais en public en tout cas, voilà. Et donc pour commencer la table ronde avec toi, tout à l'heure en première partie, vraiment au tout début, avant qu'il ne s'envole pour animer la conférence de presse concernant la Biennale Chronique, on a entendu Mathieu Vabre parler de son point de vue en fait de curateur, du travail que vous avez fait ensemble pour répondre en fait à un travail de préfiguration, on peut dire, sur une commande de la ville de Castries qui voulait redonner ou qui veut donner des lettres de noblesse à son château, peut-être le repenser dans un autre rôle et dans une autre fonction. Et donc ça t'a permis d'explorer le champ des possibles et comment y arriver. Donc on avait avec Mathilde, on avait envie de t'entendre sur ce projet. Est-ce que ça t'a permis de comprendre de cette relation entre art numérique et patrimoine, ce que ça réclame comme enjeu et à quels enjeux ça répond et quels sont les besoins que tu as pu identifier? Alors, le micro, Anne-Lise, merci. Merci. Et donc, juste pour démarrer depuis les débuts, donc c'est... Il faut bien parler dans le micro. Et voilà, oui. L'histoire. C'est quoi l'histoire de ces projets? Un beau jour, un collègue donc d'un cabinet de conseil m'appelle en me disant que je suis tombée sur un appel d'offres intéressant. Il y a un château qu'il faut repenser complètement. Et la demande à la base était assez classique. Inventez-nous quelque chose pour donner de la viabilité économique à ces projets. Parce que c'est l'obsession aujourd'hui aussi des collectivités locales qui ont de moins en moins de moyens pour financer les patrimoines. Et c'est là qu'en connaissant Mathieu, Secondature et Zinc, j'ai eu une petite intuition et je dis, mais tu sais quoi, si on veut répondre à cet appel à projet de manière différente, on ne se positionne pas comme les autres,
on injecte dans notre proposition l'idée que les numériques et l'art numérique peut être un véhicule de valorisation ou vice-versa, être valorisé, pour revenir à ce que disait Mathieu tout à l'heure, de valorisation du patrimoine. Et c'est là qu'on s'est embarqué collectivement dans cette aventure qui était franchement une très belle aventure. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'après, il y a la conception des projets, ce qu'on a pu imaginer, et après, il y a la réalité financière et politique qui, quelquefois, s'éloigne des meilleurs concepts. Mais jusqu'à là, tout va bien. Et donc, c'est... Ah oui, que je parle plus... je mange, en fait, le micro. C'est ça. C'est vrai que gérer le micro, plus le téléphone sur lequel il y a les notes, plus l'ordinateur, je dis bravo. Donc l'objectif qui nous a été donné, c'était de valoriser ces châteaux, les châteaux des Castries, qui sont en proximité de Montpellier et qui avaient été récemment restaurés et étaient de propriété de la ville de Castries. Donc les châteaux avaient été fermés pendant très longtemps à la communauté, aux citoyens, aux habitants de Castries, les Castriotes. Et donc l'enjeu derrière, c'était à la fois de rendre ces châteaux aux villageois, aux Castriotes, et d'en faire ce qui a toujours été le cas, les symboles, les piliers de l'économie locale. Et en plus, on les voit de loin à Castries, en arrivant à Castries, c'est vraiment l'icône de la ville. Donc il y avait beaucoup d'enjeux symboliques, d'enjeux identitaires, et aussi l'effet de vouloir en faire un levier de développement économique pour une très jolie ville qui est un peu éloignée du circuit touristique de Montpellier et qui pourtant est bien inscrite dans les contextes montpelliérains. Donc c'était quand même un challenge très beau, très significatif, important. Et nous, on tenait vraiment à rendre à la ville ses patrimoines. Comment on a fait? Et là, il faut aussi de la jus. Je crois que je vais rester là. Oui, ok, merci Mathilde. Mais ça, c'est le travail collaboratif. Et en fait, dans les projets de Castries, l'un des points positifs, ça a été aussi la capacité de créer une équipe multidisciplinaire. Je pense que notre valeur ajoutée, c'était vraiment ça, d'unir des compétences économiques et de connaissances des collectivités territoriales que ma collègue Gwenola possède très fortement, les compétences et direction artistique de Mathieu, et mes compétences, mon expérience, plutôt, pour présenter mon entreprise, plutôt dans la construction des modèles économiques, mais avec un regard vraiment usager, client, utilisateur. Ce qui compte dans mon métier, c'est d'imaginer l'expérience des utilisateurs. Et donc, comment on a fait pour mener ces projets? Donc, on est parti vraiment de cette idée qu'au cœur de notre démarche, il y avait les usagers, les utilisateurs futurs du château, avec cette approche de design, donc centrée sur les utilisateurs, les usagers, et une approche très expérimentale aussi. Parce que dans la première phase des 3 étapes qui ont constitué notre travail, il y a eu une longue phase de recherche. Et ça revient vraiment à l'idée que cette approche très économique, finalement, est fondée sur l'observation, sur l'analyse. Des données à la fois des données quantitatives, mais aussi qualitatives. On a fait beaucoup d'observations, on a posé des questions, on a essayé de se mettre vraiment dans les chaussures des utilisateurs, non pas, mais aussi des parties prenantes. Et l'ensemble de ces éléments ont constitué une base d'analyse et de créativité pour nous. En partant aussi du fait qu'il a fallu démolir certains fantasmes de la collectivité ou des amis des châteaux ou des différentes communautés, je dirais,
qui pensaient qu'en fait les châteaux c'était riche d'histoire sans doute, mais qui avait une valeur patrimoniale, muséale, avec des idées un peu préconçues, un peu classiques sur on visite la chambre de la duchesse, etc., etc. Oui. Mais en fait, et c'est là que les regards très techniques et scientifiques de Mathieu et Clémence étaient fondamentaux. On a ramené les châteaux à sa véritable identité, qui était celle d'un château de séjour de vacances de la famille de Castries. Donc, où l'histoire est passée, mais ce n'est pas les châteaux qui a fait l'histoire. Et ça a déterminé aussi notre angle d'attaque sur les positionnements de ces projets. Ensuite, on est parti dans la phase de créativité. On a plein d'informations et on se laisse la liberté avec les acteurs locaux d'imaginer toutes les pistes possibles jusqu'à aboutir à 3 scénarios qui soient viables sous des bases économiques. Parce que c'est ça finalement qui est demandé à des économistes comme moi. Oui, Gabi, ok, la créativité, mais après les chiffrages doivent tenir la route parce que les financements sont ce qu'ils sont et il faut imaginer à la fois un modèle économique, une offre de services et des possibilités de financement. Et c'est à ça que finalement on a abouti dans la 3e phase et dernière phase où on a finalement fait une synthèse du scénario, je ne dis pas idéal, mais les plus prometteurs. C'est lui qui nous semblait mieux correspondre à cette exigence de cohérence du projet et de viabilité économique et financière. En fait, on a abouti finalement à un projet qui a 2 axes, qui est, tu peux continuer s'il te plaît, qui a 2 axes. Il a un côté identitaire, c'est quoi les châteaux de Castries? Est-ce qu'il est vraiment un patrimoine UNESCO ou pas? Et en partant de cette identité réaliste, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de positionnement? Et c'est là qu'on s'est dit, ça ne sera pas l'histoire au château, ça sera la vie du village dans les châteaux, la vie, l'histoire à travers les châteaux. Et donc, vraiment, les châteaux est devenu un contenant de l'histoire dans lequel la vie du village a eu lieu. Et derrière, on a imaginé une offre de services très expérientielle, avec, oui, une proposition muséale, mais très immersive, un peu moins de téléphone et un peu plus, comme un peu l'inspiration, c'était l'image que Mathilde a montrée tout à l'heure. Non, mais c'est pas nécessaire. C'était les musées de Montréal, où l'expérience muséale est vraiment immersive et où, en fait, cette intermédiation de l'écran est moins importante parce qu'on est immergé dans l'histoire et dans la vie de tous les jours aussi des villageois. Et ça nous tenait à cœur. C'était la vie des gens à travers l'histoire. Une offre des services plus classiques parce qu'il faut bien faire des recettes avec de la restauration, avec des séminaires et un parcours enchanté à travers et grâce à l'art numérique qui finalement donne vie à nouveau de manière différente aux salles du château et au parc aussi, qui était l'un des atouts de ces châteaux. Et on a imaginé des parcours à travers les parcs, et imaginant l'ensemble, les parcs, l'aqueduc, qui fait aussi partie du château, et les châteaux lui-même, comme un ensemble dans lequel on pouvait vivre des différentes expériences. Ça, c'était les musées de Montréal, en effet. Et donc, les positionnements, c'était effectivement celui de la vie au sein du château, avec, comme on ne pouvait pas raconter de l'histoire des ducs de Castries dedans, parce qu'ils ont vraiment peu vécu dedans, c'est plutôt comment on héberge l'histoire à travers les murs du château, avec beaucoup de fonctionnalisation. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas des éléments historiques assez robustes, on est parti sur une idée de scénarisation, de fiction.
quasiment de l'histoire, très immersif. Mais à côté de ça, on a imaginé les châteaux vraiment comme un écran, un contenant précieux d'art numérique et des parcours numériques. Et merci Mathilde, tu peux continuer. Et pour ce faire, on est allé piocher tout ce que des plus inspirants se passe aujourd'hui dans le monde de l'art numérique, en partant de Beaugency jusqu'à des parcours artistiques dans les forêts, des do mapping sur les façades, en pensant que tout ça rend encore une fois à nouveau la vie au château. Dans tous ces parcours, et j'en termine par cette question, on a vraiment découvert qu'il y a un potentiel intéressant pour la création d'un incubateur à cheval entre l'art numérique et les patrimoines. On s'est dit, il y a tellement de technologies qu'on peut utiliser en relation à un patrimoine pour les restaurer, pour les rendre vivants, pour les rendre visibles plus largement, et que peut-être qu'un lieu comme ça pouvait être aussi un lieu de création, un lien entre l'art, le numérique, mais pas que, avec un vivier d'artistes et de scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, des liens entre les patrimoines, les numériques et l'art numérique aussi. Alors maintenant, les châteaux de Castries, à une analyse plus précise, n'étaient peut-être pas les lieux idéaux, parce que la proximité avec Montpellier fait que ce type de lieux sont plus propices, plus adaptés à un milieu urbain, et que donc on a abandonné cette idée pour Castries. Et pourtant, je me dis qu'à condition que certains éléments soient réunis, il y a bien de quoi faire à ce sujet-là, pourquoi pas ici. Si il y a une existence d'un patrimoine suffisamment large, du rayonnement, de la visibilité, la volonté d'agir, on peut bien lancer et renforcer ces dialogues qui existent entre patrimoine, art et technologie, avec un regard sur l'économie aussi, parce qu'on incube des startups et des nouvelles entreprises. Bon, j'en termine là parce que je fais la clôture du cercle entre l'art et l'économie, qui était un peu mon obsession dans cette affaire. Merci beaucoup, Gabriela, qui est un peu ton obsession, même en général. Ça fait partie de tes obsessions, en tout cas. Oui, j'en ai deux, la créativité et la rationalité. C'est pour ça que je suis devenue business designer, parce que je ne savais pas comment concilier mon appétence pour la créativité et mon côté très analytique de l'autre. Mais bon, voilà. Eh ben, ça fonctionne merveilleusement bien. Anne-Lise t'écoutait avec beaucoup d'attention. Je vous passerai la parole, Anne-Lise, je vous passerai la parole un peu après, mais c'est parce que j'essaie de faire des petites transitions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Gabriela qui résonneront dans votre présentation tout à l'heure de la Villa Créative, mais d'abord je voulais me tourner vers William, parce que Gabriela donc a évoqué la question de la nécessité en fait de l'écosystème et des acteurs avec lesquels on va s'adresser, qu'on soit que ce soit sur un projet spécifique ou dans une logique d'incubateur, comme tu le disais. William, vous dirigez l'incubateur Creatis, qui est plutôt sur les sujets des industries culturelles et créatives. Et vous, votre taf, c'est d'accompagner justement au développement de ces startups qu'on pourra retrouver par la suite dans ces écosystèmes ou à travailler avec des porteurs de projets art numérique et patrimoine. C'est bien ça ? Alors, oui, c'est bien ça. Donc déjà, merci de l'invitation. Donc je suis ravi d'être là et de représenter Creatis, que j'ai la chance de diriger depuis un certain temps maintenant. Effectivement, donc Creatis, comme vous l'avez dit au début, je présente juste rapidement ce que c'est. C'est une structure du groupe SOS Culture, auquel appartient également Acta Vista, BAO et la Citadelle, où nous sommes aujourd'hui. Donc je salue également mes collègues et je les remercie de m'avoir invité.
Donc Creatis, c'est un incubateur, on le vulgarise un peu comme un incubateur, mais finalement c'est une résidence d'entrepreneurs culturels à Paris et maintenant à Marseille. L'idée c'est que nous on s'intéresse à la posture de l'entrepreneur, parce qu'en fait monter une boîte c'est compliqué, comme certains ici le savent, et surtout l'entrepreneur culturel c'est un entrepreneur particulier. Donc à la base, Creatis s'est fondé parce que pour le secteur de la culture, il faut une troisième voie de financement autre que le mécénat et la subvention, et cette troisième voie, c'est l'entreprise. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire émerger des nouvelles entreprises dans la culture, et comment est-ce qu'on fait pour faire émerger des nouvelles entreprises dans la culture pour des personnes qui ont des profils particuliers. Donc effectivement, nous, on s'intéresse à l'émergence, surtout pour accompagner des profils qui sont soit sous-représentés dans la culture, et ou qui sont effectivement soit des artistes, soit des journalistes, soit des personnes qui ont fait un peu des des études d'entreprise, mais qui connaissent pas cette partie qui est assez complexe, qui est le domaine culturel. Et on essaye de mettre tout le monde sur le même chemin, qui est le chemin de la réussite, mais on a également un parti pris qui est que si vous faites un échec, finalement, c'est pas un échec puisque ça fait partie en fait du cours de l'entreprise, et c'est mieux que vous vous arrêtiez plutôt que vous galériez pendant 1, 2 ans, 3 ans. Donc effectivement, on essaye de les accompagner et les lancer dans l'écosystème ensuite. Donc on est beaucoup sur l'itération, de l'émergence et du laboratoire. Alors, quand vous dites des particuliers, des porteurs de projets particuliers, ça veut dire quoi concrètement ? Donc déjà, ils ne se voient pas comme entrepreneurs. Il y a un rapport à l'argent qui est différent, un rapport au profit, un rapport au modèle économique qui est assez différent. Et il y a également une posture qui est totalement différente de l'entrepreneur classique. Donc finalement, ce que nous constatons dans nos programmes d'accompagnement, c'est que quand vous comparez à d'autres incubateurs, où finalement vous avez beaucoup de jeunes hommes d'école de commerce qui vous disent en fait, finalement, moi j'ai telle ou telle idée avec tel ou tel modèle. Nous, souvent, on a des profils qui ont un peu ouvert une porte en disant j'ai vu de la lumière et j'ai une idée sur un bout de papier, qu'est-ce que j'en fais ? Et donc, on a 2 programmes en cours, un programme pour les territoires qui s'appelle Horizon et un programme pour les femmes à Paris et à Marseille qui s'appelle Source. Et donc, il y a des jolis fils rouges aujourd'hui parce que du coup, Chloé, qui est la partenaire de Yannick sur le projet Bava, a été accompagnée par Creatis l'année dernière. Et donc aujourd'hui, on a effectivement une exposition numérique à la Citadelle qui appartient à SOS Culture, donc la boucle est bouclée. Et c'est ce genre en fait de phénomène qu'on essaye de créer. Alors, on a entendu, donc on voit ce que vous entendez par particulier. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, vous avez dit que vous travaillez de façon itérative. Finalement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça sous-entend qu'il n'y a pas de méthode ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une méthode, mais c'est juste que nous, on se dit que finalement, la méthode, on va la découvrir ensemble. Donc en fait, on a de la chance parce qu'on n'est pas vraiment dans une posture de sachant, on est plus dans une posture collaborative, comme vous l'avez dit, où on réfléchit ensemble sur plein de questions, donc sur la question de création d'entreprise, mais pas que, parce qu'en fait, comme certains d'ici le savent, l'entrepreneuriat c'est vraiment compliqué, et donc on essaye de sortir en fait l'entrepreneur aussi de juste tout le temps la tête dans le guidon et de se poser des questions un peu de société, puisqu'en fait on voit que via en fait le montage d'une boîte, souvent ça soulève des questions de société. On l'a vu notamment dans notre programme pour les femmes, qui est un vrai programme d'égalité entre les femmes et les hommes sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes qui montent de boîtes et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes qui montent de boîtes dans le secteur culturel. Et on se retrouve finalement avec plein de conclusions sur des freins spécifiques à l'entrepreneuriat, et des freins spécifiques à l'entrepreneuriat culturel, et des freins spécifiques à l'entrepreneuriat culturel des femmes. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Donc à Paris et maintenant à Marseille, on a le programme qui s'appelle Source, qui est un programme dédié aux femmes. Donc qui part du constat qu'il n'y a pas assez d'entrepreneuses en général, et qu'il n'y a pas assez d'entrepreneuses en général dans le secteur de la culture. Et on a fait 2 ans à Paris, donc c'était un programme on a eu la chance d'être financé par le Fonds social européen, donc c'était un programme entièrement gratuit. Et on a tiré des conclusions qu'on va bientôt remettre dans un livre blanc. Il y a plein évidemment de freins, et j'imagine que vous le savez mieux que moi, il y a plein d'associations féministes qui le disent depuis des années. Mais donc on a comptabilisé en fait 5 familles de freins. Parce que pour nous, la grande cause du quinquennat n'a pas été relevée par le gouvernement Macron précédent, et donc ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait la grande cause du quinquennat soit relevée ici, puisque l'opportunité via la réélection du président existe. Et c'est qu'en fait, nous, la grande cause du quinquennat, elle est économique, puisqu'en fait notre point de vue, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on passe par le prisme de la création d'entreprise. Le travail, c'est notre deuxième lieu de socialisation, et finalement, il y a des inégalités vraiment chroniques et systémiques dans le monde de l'entreprise, et donc on aimerait finalement que
ce soit le ministère de l'économie qui se saisisse de ce sujet. Et donc nos propositions, c'est il y a un sujet sur la garde d'enfants, donc je précise. Plutôt que le ministère de la Culture, c'est ça? Non, mais souvent en fait les sujets de femmes sont faits par des structures de femmes, et du coup ce qu'on trouve, c'est que ça donne l'impression que l'égalité femmes-hommes c'est un sujet de femmes, alors qu'en fait c'est un sujet de société. Et donc en gros, l'idée c'est que donc, les 5 familles de freins, le premier c'est donc la garde d'enfants, donc je précise c'est pas la maternité, c'est pas le fait d'être mère qui est un frein, c'est le fait d'avoir en fait pas de solution pour garder ses enfants. La violence, puisqu'effectivement les violences sexuelles et sexistes, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, sont très présentes dans le monde du travail, et finalement les femmes ne veulent pas reproduire ce système-là en créant leur boîte, et du coup se retrouvent dans un modèle de comment je fais pour ne pas revivre ce que moi j'ai vécu. Le réseau, ça c'est un vrai sujet, effectivement. Nous avons constaté qu'en fait mettre des femmes ensemble, finalement où il n'y avait pas de compétition entre elles, c'était un environnement hyper sain, et elles sont toutes revenues sur un réseau d'appui et surtout de création entre elles, donc ça c'était très riche. La représentation, c'est-à-dire qu'en fait on ne voit pas assez de femmes entrepreneuses, et si on les voit c'est toujours dans des postures de Wonder Woman, de super maman qui peuvent tout faire, etc. Et en fait nous on trouve pas ça très intéressant. Et donc l'idée c'est effectivement de mettre en place des solutions pour ça. Donc à Marseille on essaie d'ouvrir des crèches, on essaie de mettre en place des systèmes de garde d'enfants volants. C'est pas simple mais on va essayer. Et ensuite ce qu'on essaye de faire c'est effectivement de dire en fait saisissez-vous de ce sujet-là, puisque c'est un sujet important, et peut-être que via l'entreprise et l'entrepreneuriat on pourrait accéder à une meilleure égalité. Donc ça veut dire que parmi les besoins pour renforcer des logiques d'écosystème, il y a cette attention en fait particulière à ce que les potentiels porteurs de projets de start-up en fait ou d'entreprises dans le milieu culturel. Alors c'est vraiment hyper intéressant d'avoir abordé. J'avais pas prévu, mais en fait, c'est vrai qu'aborder la question de l'entrepreneuriat féminin, c'est un sujet vraiment très intéressant. Il y a vraiment un besoin de renforcer cette logique de passage finalement d'artistes ou de personnes qui œuvrent dans le champ culturel à oser endosser ce rôle d'entrepreneur et on voit que ce que vous dites finalement, c'est que c'est pas si simple et que ça nécessite vraiment d'avoir une attention particulière au fait de faire passer les porteurs de projets à je suis un entrepreneur et je développe mon entreprise. Oui, en fait, c'est que ça déborde de l'entrepreneuriat. En fait, c'est un sujet sociétal, c'est-à-dire que notre programme d'égalité et de cohésion des territoires, c'est aussi de dire que vous n'avez pas besoin d'être à Paris en fait pour monter une boîte, et qu'il y a des structures qui existent pour vous accompagner, et nous, on est une de ces structures-là. Donc c'est en plus d'être dans la posture de l'entrepreneur, d'enlever les freins un peu sociaux qu'on a tous, évidemment de manière un peu de varier, hein, mais voilà, effectivement. Et juste pour rajouter, nous on ne parle pas d'entrepreneuriat féminin, on parle d'entrepreneuriat des femmes, ouais. Parce qu'en fait on ne pense pas qu'il y a un entrepreneuriat féminin ou masculin. Ouais, c'est pas grave, tout le monde le dit. Mais on ne pense pas qu'il y a un entrepreneuriat féminin ou masculin, parce qu'en fait on pense qu'il y a des femmes et des hommes qui veulent monter des boîtes. Et donc c'est super et qu'on veut les accompagner là-dedans. Et pour rebondir sur votre autre question, effectivement, il y a des mesures très pratico-pratiques qu'on peut mettre en place. Par exemple, le crédit d'impôt pour la garde d'enfants. Si vous êtes une entreprise qui génère des profits, vous avez un crédit d'impôt pour la garde d'enfants, mais pas pour les auto-entrepreneuses et les auto-entrepreneurs. Et donc on pense en fait que on devrait l'étendre aux auto-entrepreneurs et aux auto-entrepreneuses. Donc les enjeux et l'enjeu pour un territoire, c'est de pouvoir mailler, de pouvoir avoir un maillage justement entrepreneurial très vivace et très important. Le fait de pouvoir accompagner par l'intermédiaire d'incubateurs, c'est une des solutions. Un autre des besoins, et William, je vais vous demander de passer le micro à Mathieu Rosière si vous voulez bien. Un autre des besoins, c'est sans doute pour intensifier la relation entre art, numérique, technologie et patrimoine, c'est la question des briques technologiques et des compétences. Tu as commencé à l'évoquer sur la table ronde tout à l'heure, mais Mathieu, j'avais envie de t'entendre sur ce souhait lié à un besoin que tu as identifié pour les artistes spécifiquement, mais peut-être aussi pour les porteurs de projets, de bénéficier en fait d'équipements et de compétences technologiques accessibles pour pouvoir faciliter un développement de projets. Oui,
Donc, voilà, merci, je te remercie. Non, c'est un sujet hyper intéressant. Moi, je trouve que dans le domaine de la culture, on parle beaucoup d'emploi. Et je trouve ça très bien qu'il y ait Creatis, et c'est super qu'il y ait des incubateurs. Moi, je suis marqué en tant qu'entrepreneur dans la culture depuis longtemps par la fragilité extrême des entreprises que l'on gouverne. On a un champ où il y a énormément de toutes petites entreprises qui sont à la limite de la survie, qui ont 1 ou 2 employés tout le temps. Et pour moi, le champ à habiter, c'est le champ de comment ces entrepreneurs-là, comment aussi les artistes, et pas les artistes bankable, entre guillemets, ceux qui ont déjà tous les financements, comment on arrive à changer la donne sur ce champ-là. Et là, on est sur un sujet politique. Je suis de ça parce que je suis comme Gabriela, je vois plein d'appels à projets, on voit plein d'appels à projets où il y a des super endroits du patrimoine et on dit on va en faire un lieu ICC. On va mettre un incubateur, ça va créer de l'emploi. Et en fait, je ne crois pas du tout à ça. Vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le combat, c'est le combat du financement d'équipements structurants et de communs numériques. Je pense que ce qui va changer la donne pour toutes ces nouvelles formes qui font appel à des ressources rares, un codeur aujourd'hui, même pas Unity, un codeur Unreal, c'est des gens qui coûtent 1 000 € au jour. Quelle est l'entreprise, quel est l'artiste qui peut travailler là-dessus? Il n'y en a pas. Ou si, c'est Biancali, il y en a plein qui sont super forts. Mais en fait, eux, c'est pas le sujet. Et donc, en fait, c'est toujours pareil, c'est le même débat avec la French Tech. En fait, on a des entrepreneurs visionnaires, c'est super. Ils vont créer des licornes, il y a un tombereau d'argent qui tombe dessus, c'est super, c'est financé. Très bien. Ça va créer plein de choses, ça va créer des emplois, tout ça. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ne sont pas les ultra-visionnaires, qui n'ont pas eu la chance d'avoir toutes les levées de fonds qui allaient bien? Qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres? Et comment on fait pour que tout d'un coup, il y ait des modèles économiques plus viables? Et comment on fait pour qu'il y ait des nouvelles pratiques qui vont accompagner des nouvelles esthétiques? Je ne crois pas au génie absolu de l'artiste qui va arriver, qui va dire c'est super, je vais créer dans le numérique. Je pense à des artistes qui ont des sensibilités, qui tout d'un coup vont être capables de pratiquer, et en pratiquant, ils vont nourrir une expertise, ils vont développer des esthétiques, qui vont rencontrer un public qui est assez friand de ces esthétiques-là, et ça va créer un modèle vertueux. Pour faire ça, il faut qu'on arrive dans les territoires à faire 2 choses qui sont très compliquées. La première chose, c'est qu'il faut qu'on arrête de rouler chacun pour soi. En fait, on est nous victimes, c'est là que c'est politique aussi, on est victime de ça, c'est-à-dire en fait, chacun son petit territoire, chacun son petit domaine, et on n'arrive pas à se regrouper. Et la question de la mutualisation, ça vient déjà par une gouvernance commune et par le fait que les gens dans le territoire, justement, essayent d'être ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'on arrive à casser cette logique de marché qui consiste à... Aujourd'hui, en France, on ne finance que la création. On finance... tous les guichets sont des guichets de création. Vous financez la technologie par la création. C'est une connerie. Je pense vraiment. Dans le champ culturel. Oui, dans le champ culturel. Oui, non, je parle que du champ culturel. Et en fait, il faut qu'on arrive à financer. On sait par exemple que l'énorme champ, notamment ici, dans notre région, puisqu'on est la plus grande région de festival, la question du temps réel, c'est une question phénoménale. Donc la question de comment on arrive à générer des choses numériquement par la mesure en temps réel de ce qui se passe sur une scène, c'est quelque chose de crucial. Ça, pour faire ça, on peut créer des équipements. Si on crée des équipements, il faut qu'on les crée évidemment de manière ouverte, en open source, il faut qu'on les documente, il faut qu'ils soient sobres, il faut qu'ils soient recyclables. Et donc tout ça, en fait, c'est la même chose. Et il faut qu'on arrive à faire ça, parce que si on ne fait pas ça, on va tourner en rond sur ce champ-là, c'est-à-dire qu'en fait, on aura toujours les quelques arbres qui vont cacher la forêt, qui sont très bien, et on a la chance en plus d'avoir une super scène en France, et moi je suis membre de plein d'associations de producteurs, et je suis très content de voir qu'on est à Tribeca, on est à la Mostra, enfin c'est toujours des producteurs français, donc on a la chance d'avoir le top du panier. On va voir tout à l'heure à Avignon, on a une école incroyable qui forme des étudiants qui vont aux Oscars, tout ça c'est super. La question c'est comment on arrive à créer le lien entre ces gens-là et tous les autres entrepreneurs, et ça va passer par des endroits de dialogue au travers de briques technologiques qui seront ouvertes, qui seront documentées, qui seront maintenues, qui seront recyclables et qui feront le lien entre les grands et les petits. Et si on ne fait pas ça, eh ben, on ne va pas réussir à opérer quelque chose qui soit souhaitable pour notre territoire, et ce serait très dommage. C'est ça que tu appelles les communs numériques. Tout à fait. Voilà. C'est une question complètement de financement public, c'est une question politique, c'est une question, en fait, il faut qu'on arrive, et je veux dire autre chose, pour une fois, parce que c'était quand même pas souvent, pour une fois, il y a des dispositifs européens qui ont tout compris.
qui sont pratiques, qui sont simples et qui sont extrêmement, non, bien sûr, mais qui sont extrêmement chouettes. Il y a dans tous ces champs qu'on est en train d'évoquer, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas être obligé de produire tout de suite. Vous devez payer du temps juste de pratique et d'inspiration. Si jamais vous êtes obligé tout de suite de dire « je viens pour faire ça et je rends ça », vous passez à côté de toutes les possibilités de la structure. Et nous, on vient de terminer là, un projet européen qui a duré 3 ans, où en fait, on a pris des grands festivals, on a pris des artistes dans plein de champs différents, très transdisciplinaires, et on leur a dit « vous venez pendant 15 jours, la résidence est payée, les Creative Tech sont payés, on va voir ce qui se passe. On n'est pas obligé de chercher, vous avez tous une pratique artistique, on va voir ce qui se passe. » Et en fait, au bout de 3 ans, là, on a fait les rendus hier, qu'on a montré à Meet, qui est une espèce de gaieté lyrique milanaise, et vous verriez ce qui s'est passé, enfin les résultats tangibles qui sont faits et les nouvelles formes qui sont sorties, c'est magique. Et donc moi je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir de ce système-là de la culture où tu déposes pour un projet qui est déjà fermé, parce qu'en fait le monde numérique est un projet, comme on l'a dit, d'itération. Et puis, à côté de ça, il faut qu'on ait des financements publics qui permettent dans les territoires, et je suis très content de voir que BPI a sorti, est sur le point de sortir son appel à projet justement pour des pôles territoriaux. Et si on s'en empare collectivement et que collectivement on crée des communs numériques, eh ben, je pense que tout d'un coup les choses peuvent changer et j'en serais très content. Merci Mathieu. Bon, Yannick avait une question. Je voulais juste dire, là on parle de projets culturels qui sont financés par du public. Et en fait, c'est un gros problème. Et du coup, je me demandais quelles sont les solutions, quels sont les autres financements en privé pour mener à bien des projets culturels. Parce qu'en gros, si on base son projet culturel sur une aide de l'État, sur le SNI, sur le PIA, si on ne le tient pas, en fait, ça veut dire que le projet il est abandonné. Alors je pense que cette question, Gabriella peut-être entre autres pourra y répondre. C'est une très bonne question, merci beaucoup Yannick. Je te propose qu'on y réponde dans la dernière partie en fait, de la table ronde, c'est-à-dire comment on travaille des logiques de mixité économique en fait en réalité qui est un peu la clé. Mais j'avais envie à ce stade en fait qu'on entende Anne-Lise sur le projet de Villa Créative. Je pense qu'il y a déjà des pistes qui ont été tracées dans les 2 interventions qui vont trouver une sorte de rencontre au sein du projet de la Villa Créative à Avignon. Anne-Lise ? Oui, c'est vrai qu'on vient d'entendre parler de lieux patrimoniaux, d'écosystèmes, de politique aussi, et d'espaces qui soient économiquement, qui permettent de mutualiser à la fois les recherches, la création, mais aussi la diffusion auprès du public. J'espère, je croise les doigts pour qu'effectivement ce lieu que j'ai envie de vous présenter, qui va ouvrir ses portes dans 1 an, puisse faire la synthèse justement de tout ce que vous revendiquez haut et fort depuis le début de cette table ronde. Donc il s'agit de la Villa Créative, c'est un lieu qui est attaché à l'Université d'Avignon. C'est 7500 mètres carrés qui sont intramuros et qui étaient jusqu'à présent l'université, l'extension, la faculté des sciences en fait, de l'Université d'Avignon, qui est aujourd'hui une friche depuis maintenant presque 4 ans, qui en son temps accueillait le Festival d'Avignon et qui va réouvrir donc, ses portes dans 1 an. Cette Villa Créative, elle a pour fonction justement de réunir des acteurs très différents, des typologies d'acteurs très différents au service d'un axe qui est l'axe de différenciation de l'Université d'Avignon, qui est culture, patrimoine et société numérique. L'idée, c'est qu'on puisse à la fois avoir des étudiants, des enseignants-chercheurs, des créateurs, des entrepreneurs, des élus, on n'en parle pas toujours, mais des élus, des cadres dirigeants de structures culturelles, qui puissent se réunir dans un espace pour mener ensemble des projets. Je crois que ça rejoint probablement ce que vous appeliez tous. Donc de pouvoir les réunir, mais aussi de prendre aussi le lead sur cette économie dont on vient de parler, pour que ce lieu devienne lui aussi pourvoyeur d'appel à projets. Donc on fait un travail aussi pour que l'université, vous l'avez compris, c'est une extension de l'université, que ce lieu soit ouvert à tous, y compris à ceux qui ne sont pas étudiants ou ceux qui n'ont pas à faire avec l'université. Donc faire un lieu ouvert à tous, dans lequel on puisse mener des recherches, mener des processus de création, et qu'on puisse donc venir financer. Donc on travaille avec notamment là, les banques, pour tout vous dire, j'ai rendez-vous juste après vous, avec une grosse banque régionale, justement pour trouver des moyens de financement. Ça peut permettre peut-être de
répondre? De commencer à partie. répondre. Ouais. Voilà, parce que justement, on ne veut pas être simplement dans l'attente du PIA, même si nous avons été lauréats d'un PIA et que nous allons nous aussi déposer sur pôles territoriaux. Voilà. Mais peut-être qu'on le fera tous ensemble d'ailleurs. C'est peut-être ça l'idée. Je crois. Voilà. Donc pour vous parler plus en détail de la Villa Créative, de son cœur et de ce qu'elle va abriter, eh bien, cette Villa Créative, comme je vous le disais, elle a été d'abord conçue pour être une vitrine, un lieu qui permette de montrer à voir ce qu'est l'excellence d'universités telles qu'Avignon dans le domaine du patrimoine, des sociétés numériques et de la culture. Nous avons des laboratoires de recherche qui sont internationalement reconnus, qui produisent, qui publient, qui mènent des recherches de haut niveau, mais le montrer à voir dans une université, finalement, c'est pas si fréquent. Et des espaces patrimoniaux, puisque c'est un espace en fait du 19e siècle avec des bâtiments qui sont protégés, eh bien ça peut-être déjà attirer les regards. Pour nous aussi, c'était, donc au-delà de valoriser l'attractivité de l'université et ses recherches, c'était aussi incarner dans un bâtiment totem cette excellence. C'était aussi c'est pour nous, l'idée aussi de renforcer l'insertion professionnelle. Nous sommes donc en partenariat avec Pôle emploi, nous sommes en partenariat avec la French Tech, et l'idée c'est aussi d'avoir des espaces de rencontre entre les employeurs et les futurs employés. C'est aussi, je vous en parlerai, mais aussi l'idée de développer un observatoire des métiers de demain dans le domaine de la culture et des industries créatives. Comment anticiper nos formations aujourd'hui pour servir au mieux les besoins dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, des acteurs de la filière de la culture et des industries créatives. C'est aussi stimuler donc cette économie du territoire, vous en parliez, créer ce maillage, faire en sorte que la culture, les industries créatives soient effectivement une vraie politique menée également par nos collectivités territoriales et pas simplement quelque chose qu'on étale ou qu'on affiche histoire de faire bien et de montrer qu'on est en fait in et qu'on est dans la créativité, mais que ça soit un vrai propos politique. Voilà, ça. Et des moyens bien sûr qui y soient associés. Et là je parle vraiment des collectivités territoriales parce que si l'État aujourd'hui fait des efforts, notamment au travers de ces PIA auprès desquels on court tous, il n'y a pas toujours les mêmes réflexes et pas toujours le même engagement pour nos collectivités territoriales. Et puis enfin, si je devais peut-être juste retenir une phrase, en sélectionner qu'une que j'aimerais vous porter, c'est celle de créer en fait une porosité entre l'université et sa ville. Et ça, pour nous, c'est vraiment le propos politique aussi de la Villa Créative. C'est comment on redonne un espace patrimonial, un espace de recherche et de création, à une ville, sans horaire d'ouverture. On va avoir des horaires d'ouverture qui sont extrêmement larges et qui ne sont pas du tout ceux d'université classique. Comment faire un lieu de vie en y insérant un lieu, une brasserie, on peut juste venir en fait dans ces jardins, juste profiter de boire un café, puis finalement se rendre compte qu'il y a une exposition, puis finalement se rendre compte que dans 2 jours, il y a un séminaire qui m'intéresse. Ah puis tiens, en fait, il y a une formation continue dans un domaine particulier, dans l'art numérique qui me convient. Et finalement, adopter pleinement ce lieu et cet espace de pensée. Donc si je dois synthétiser les différents services qui vont être proposés donc, dans cette Villa Créative, c'est tout d'abord se former. Vous y avez fait référence tout à l'heure, Mathieu. C'est l'école des nouvelles images, qui est donc une école qui forme au dessin d'animation, qui est une petite pépite sur Avignon, qui a 5 ans d'existence aujourd'hui, et qui a notamment les films de fin d'année d'études de leurs étudiants qui sont nominés aux Oscars. Donc waouh. Donc je ne peux que vous inviter à aller sur leur site internet, puisque tous leurs petits films sont accessibles, et vous verrez, ce ne sont plus que des petits films, ce sont des grands films en fait. Donc qui va prendre place comme résident permanent au sein donc, de la Villa Créative. Il y a aussi tout l'espace de formation continue de l'université qui va offrir en fait un plateau d'ingénierie pour que nos partenaires, et je forme le vœu, je crois que c'est en bonne voie que la Citadelle de Marseille le soit très prochainement, c'est en cours, que nous puissions offrir ce plateau d'ingénierie pour créer des formations continues qui sont souhaitées par nos partenaires. Il y a le Festival d'Avignon, par exemple, qui souhaite développer des modules de formation continue, que les plateaux d'ingénierie de l'université se mettent au service de cette volonté. C'est aussi, donc, je vous l'ai dit, des espaces de recherche et de formation. On a totalement dédié un pavillon qui fait près de 400 mètres carrés, exclusivement à l'accueil d'enseignants-chercheurs, des laboratoires de l'université, mais aussi des enseignants-chercheurs en résidence, pour mener donc des projets de toutes sortes. On ne s'interdit à rien. C'est aussi des espaces pour tester des dispositifs, donc des espaces de démonstration, des Fab Labs, des Living Labs. Nous avons 3 grands plateaux de chacun 110 mètres carrés qu'on appelle le champ des possibles, où on peut à la fois faire des projections, des séminaires, des expositions.
C'est aussi un lieu de diffusion. On va créer en permanence des connaissances, de la donnée, et nous y réfléchissons. On n'a pas encore complètement figé ce qu'on veut faire, mais on veut devenir média. Alors comment le faire? Par quel vecteur? On ne le sait pas encore, c'est encore ouvert. On a 10 mois pour y réfléchir et que ça soit un succès. Peut-être que certains seront intéressés d'ailleurs sur ce plateau. Moi j'ai une idée de qui pourrait être une ressource pour vous. Mais... Et puis enfin voilà, c'est un lieu effectivement qu'on souhaite être un lieu d'influence, en tous les cas un lieu qui puisse résonner, et encore une fois jusqu'aux oreilles des politiques et des décideurs. Notre ambition, c'est de devenir un lieu, une caisse de résonance d'abord de ce que font tous les acteurs sur notre territoire, puisqu'on n'a pas la prétention de programmer des nouvelles choses, mais simplement de faire caisse de résonance sur de ce que font déjà nos partenaires. Et puis surtout, de pouvoir être un lieu, on l'espère, que tout acteur de la filière culture-industrie créative vienne fréquenter à un moment donné dans leur carrière, pour y penser des dispositifs de politique publique culturelle, pour venir y tester des nouveaux modèles, pour venir y tester des nouvelles technologies. Dans les cas, que ça soit un lieu d'influence. Je vais très vite, je vous montre quand même juste les images. Voici aujourd'hui ce bâtiment du 19e siècle, donc, qui est en pleine réhabilitation. Alors oui, on a eu aussi, bien évidemment, des très belles dotations de la part de l'État pour venir réhabiliter ce lieu physiquement, donc pour venir réhabiliter le patrimoine. Nous avons été dotés de près de 16,5 millions d'euros. C'est une énorme somme. Donc on va essayer d'en faire le meilleur des usages en le rendant, en le restituant au maximum à la ville, aux touristes, aux usagers de toutes sortes. Mais par contre, nous n'avions pas un centime pour faire vivre ce lieu. Et donc, puisque je reviens sur le modèle économique, puisque je crois que c'est là où il faut que je oriente le propos, la consigne était trouver un modèle qui fonctionne, mais trouver surtout un modèle qui s'autofinance. Et donc, nous avons réussi à trouver un modèle qui s'autofinance. Donc aujourd'hui, le fonctionnement de la Villa Créative est totalement financé par un modèle à la fois de location, mais aussi de prestation de services, et permet même de générer des bénéfices, ce qui est relativement rare dans une structure culturelle de ce type. Et donc, nous démarrons avec, dès la 2e année d'exercice, près de 150 000 euros de bénéfices pour les 3 actionnaires, parce que cette Villa Créative va être portée en fait par une société. Nous avons été lauréats du PIA, la seule et unique d'ailleurs université lauréat du PIA 3 sur Société universitaire et de recherche. Et donc cette société réunit 3 acteurs, l'université qui restera toujours majoritaire, l'État et un tiers privé qui est une foncière spécialisée dans les tiers-lieux. Je finis juste mon propos pour vous dire que justement l'architecture sera donc portée par Alfonso Femia, qui on doit les docs à Marseille, et que d'ores et déjà, nous ne pouvions pas pousser les murs de ce premier site que je vous ai présenté, donc nous avons déjà une annexe qui va y loger le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui va ouvrir une première antenne à Avignon, qui va dédier une chaire totalement à la culture et aux industries créatives, donc à Avignon. Donc sachez que vous pouvez tous avoir une place dans cette villa créative, puisque comme je vous l'indiquais, le modèle est donc la location des espaces. Nous avons des résidents permanents, l'université, l'école des nouvelles images, le festival d'Avignon, la French Tech, le CNAM. Mais nous avons aussi la possibilité de vous héberger pour des temps courts ou longs, 3 heures, 3 jours, 3 mois, le temps d'y développer des projets, le temps peut-être de venir vous y financer aussi des parties de projet, puisqu'encore une fois, on souhaite devenir pourvoyeur d'appel à projets et financeur. Donc on n'attend plus que vous dans un an. Et j'en finirai simplement pour remercier. Tout à l'heure, j'ai critiqué quand même un peu les collectivités territoriales en disant que parfois ça manquait de politique soutenue et financée. Il faut quand même vous dire qu'on a été, par la région Sud, à l'origine, pour l'ingénierie de ce projet, accompagné, bien accompagné par la région et avec un service d'une compétence assez remarquable. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Annelise. Donc on voit avec la présentation de la Villa Créative qu'il y avait une promesse qui était celle d'imaginer l'université comme un lieu ouvert, ce qui n'est pas forcément évident. On connaît les problématiques d'ouverture des universités, et l'idée c'est de générer cet écosystème qui rejoindrait finalement peut-être un peu ce qu'appelle de ses voeux Mathieu Rosière sur les communs numériques. Et donc Yannick nous interpellait tout à l'heure sur la question de la mixité du modèle économique. Pour terminer ce tour de table, moi j'avais quand même envie de demander à Gaëtan Grosmer, en ayant entendu toutes ces prises de parole et à partir de son expérience de
du développement de l'application Go. Déjà, est-ce que à Strasbourg, en l'occurrence, c'est la ville dans laquelle sont situés les ensembles 2.2, est-ce que tu estimes que toi, en tant qu'artiste, as pu bénéficier d'un écosystème ample, t'accompagnant et t'aidant dans ce développement-là, ou au contraire, en tant que porteur de projet artistique, est-ce que tu t'es senti démuni, voire parfois même un peu freiné dans cette volonté d'être autonome sur le développement de ta technologie à partir d'un projet artistique? Grosso modo, comment tu as pris la casquette du chef d'entreprise à partir d'une compagnie artistique finalement? Je vais répondre à cette dernière partie parce que oui, en effet c'était très compliqué, et puis Strasbourg en plus c'est un contexte très particulier, tous les contextes assez conservateur, ouais. tout ça, donc oui, on se sentait un peu seul, ouais. Mais par contre la technologie, ça y comprenait assez bien. On a été presque plus épaulé sur la question technologique que sur la question culturelle, artistique. Mais sur la mixité, sur comment on fait, je veux me permettre un petit commentaire de tout ce qui a été dit, et aussi du coup de le lier à la question de cette table, c'est-à-dire un incubateur, à quoi ça pourrait servir. Voilà. Alors déjà, casser le mythe, et j'en suis désolé, mais je crois que les artistes n'ont absolument aucun problème avec l'entrepreneuriat et le profit, hein, vraiment. Non, il suffit de voir, je sais pas, Jeff Koons ou Ryoji Ikeda, je crois que ça se passe bien pour eux. Et historiquement, c'est vrai aussi, hein, Michel-Ange, Jérôme Bosch, Titien, Tintoret, pour citer que les quelques-uns avaient des ateliers bourrés de disciples qui sont en fait des salariés pas payés. Mais voilà, je veux dire, c'était déjà des entreprises. Ça, c'est pas le problème. Par contre, le problème, et là je vous rejoins, le problème de la communication entre ces deux mondes, ça c'est un vrai problème. Et moi j'avais la fibre, j'avais envie en fait de trouver les moyens de faire ce que j'avais envie de faire, et donc je me suis formé d'abord des choses d'administration culturelle, et puis ma première vraie expérience avec le monde économique, c'était, je pensais à l'époque, en tout cas, je le pense bien sûr plus du tout, mais c'était il y a longtemps, aller dans l'antre du diable, prendre les bonnes idées et les mettre au profit de mon projet. Donc je suis allé à l'ESSEC, me former. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est peut-être la meilleure école de commerce de France, où on se tire la bourre avec HEC. Et c'est le premier endroit dans toutes les rencontres que j'avais fait où on m'en parlait de pourquoi je le fais, quelles sont les valeurs. Enfin, j'ai halluciné en vrai à cette époque-là. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, si on trouvait des ponts, des manières de parler, l'économie et la culture, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Après, voilà, si on a envie de dériver, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, il y a des outils économiques valides, forts et intéressants. Et du coup, là où l'incubateur peut vraiment servir, je pense, c'est justement de montrer à un artiste, parce que pour faire le cliché, parce que ça existe aussi, tous les artistes n'ont pas la sensibilité entrepreneuriale. Vous avez fait 20 ans de violon au conservatoire, vous sortez, vous n'êtes pas soliste international, bon tant pis, peut-être vous pouvez rentrer dans un orchestre, mais en fait c'est hyper difficile, et on vous a donné aucun autre horizon, éventuellement prof au conservatoire. Et en fait, les projets artistiques peuvent résonner avec tout le monde économique, tout le monde social, et il y a plein de choses à y valoriser. Alors dans le nôtre, par exemple, on fait aussi de la pédagogie et de la médiation, etc. On peut valoriser ça, mais on ne l'a pas fait pour chercher de l'argent. Il se trouve qu'on a analysé le projet et on s'est dit, tiens, on rencontre plein de gens, on fait de la collecte, ça se valorise. On a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, créé une application pour des besoins artistiques, et d'un seul coup, on s'est dit, bah, tiens, on a un outil technologique qui est en plus maintenant communautaire, qui est de plus en plus ouvert. Là, aujourd'hui, il y a une création à Bruxelles par une artiste qui ne fait pas partie des ensembles 2.2, par exemple. Il y en a eu plusieurs à Esch. Et on s'est dit, alors on peut chercher des sous dans le monde de la start-up. Alors effectivement, on a eu SNI, on est service numérique innovant, mais on a eu plein de prix d'innovation touristique, Tangoscan et je ne sais quoi. Et en fait, dans un projet artistique, si l'artiste soit a le feeling, soit il est bien épaulé, il y a des milliers d'aspects qu'on peut valoriser pour créer un modèle économique mixte qui fonctionne, quoi. Certes.
Sauf que quand même, j'ai une question que je vais peut-être poser tout d'abord à William, mais auquel peut-être Gabriela aussi pourra répondre. Là, finalement, notre sujet, c'est 3 mondes qui sont le monde de la culture, le monde académique quand même, quand on parle de patrimoine, et le monde du développement économique. Est-ce que aller sur des logiques de mixité économique, qu'on vienne de ces 3 mondes ou qu'on soit à cheval sur les 3, ça requiert quand même d'avoir une sacrée plasticité du cerveau ou de la relation. Et c'est pas si simple quand même de pouvoir se situer à cheval sur ces 3 mondes, surtout sur des questions économiques, non ? Pour les porteurs de projets, vous opérez l'incubateur aussi du Centre des monuments nationaux. Les porteurs de projets doivent être aussi confrontés à des problématiques de trouver des bons financements et des bons partenaires très fortement. En fait, je ne suis pas du tout en désaccord avec Mathieu ou vous. Je pense qu'il fallait que je nuance mon propos. Effectivement, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec l'argent, mais je pense qu'il y a un problème peut-être avec le modèle économique. Et puis, sur la question des financements, l'accès au financement, c'est une vraie question, mais pour moi, c'est une question politique, puisqu'en fait, nous, on dépend de bailleurs institutionnels européens et parfois privés, et ils vous disent, ils ne veulent pas financer en fait des projets, ils veulent financer des programmes d'accompagnement, parce qu'en gros, je pense qu'il y a un côté effectivement de volume qui est plutôt efficace. Mais nous, on leur dit, écoutez, c'est génial de faire 100, 200 000 euros des tickets comme ça, c'est super pour avoir des projets comme les nôtres. Mais souvent, nos entrepreneurs, ils ont l'angoisse du découvert, quoi. Donc, on a besoin de tickets de 4, 5, 10. Voilà, ce que j'en parlais avec Yannick juste avant, c'était un sujet qu'on avait repéré. Et sur la question de la plasticité, moi, je pense que finalement, un entrepreneur, c'est pas un apprenant. Enfin, je veux dire, il n'est pas à l'école, il n'est pas en formation. Mais finalement, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est apporter autant de clés qu'on peut. Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas la science infuse non plus. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est sûr. Donc, la seule chose qu'on peut leur faire, c'est de prendre en compte le cas particulier de chaque entrepreneur qu'on accompagne et d'essayer de les mettre en relation soit avec des personnes chez nous, soit avec notre expertise en interne, soit avec de l'expertise externe. Et je pense que c'est en fait un espèce de grand laboratoire commun et que c'est le travail collaboratif qui permettra justement d'atteindre cette plasticité. Déverrouiller les questions de modèle économique notamment dans le champ culturel, c'est un enjeu aussi aujourd'hui, et c'est une question qui revient souvent en fait, c'est-à-dire comment, même si je suis d'accord probablement avec ce que Gaëtan dit des artistes, ça peut être aussi des entrepreneurs, et la question de l'acception de ce que veut dire un modèle économique dans le champ culturel a quand même une spécificité. Il y a un micro qui est ici. Gabriela, puis peut-être aussi Mathieu. Est-ce qu'il y a une spécificité Oui, peut-être, je suis mal placée pour le dire. Par contre, je pense qu'il y a un enjeu un peu à la fois culturel et idéologique derrière certaines postures, et que je pense qu'il faut travailler, comme Gaëtan l'a dit, à une vision plastique du projet dans lequel on peut aller chercher toutes les manières de valoriser, et que finalement il y a beaucoup plus de guichets de ce qu'on croit. Par contre, je pense que souvent on n'est pas assez accompagné à développer cette plasticité intellectuelle. On n'est pas assez bien accompagné à identifier les investisseurs, parce qu'il y a les guichets publics, mais pas que, il y a des investisseurs privés, mais justement, il s'agit d'identifier les briques qui sont valorisables et identifier ensuite quelles sont les sources de financement possibles. On peut bien avoir des modèles mixtes, on l'a dit, et j'en suis totalement convaincue, dans lesquels on mélange bien la subvention publique bien adaptée, en sachant que quelquefois c'est un peu une chemise de force, mais il faut être assez malin pour identifier les bons guichets pour la bonne brique, et aller chercher après des sources de financement plus privées, avec un impact économique. Mais encore une fois, la question c'est d'une part les compétences,
qu'elles soient technologiques et l'accès aux outils, mais aussi des compétences plus business, plus économiques, qui nous permettent de réfléchir et voir les projets dans son ensemble avec les différents trucs. En fait, entre ce que dit Gaëtan et ce qu'on a vu à Avignon sous la cité, finalement, la méthode est proche. Il faut sortir des clichés je veux des financements publics pour ce que je fais parce que c'est de la création artistique. Bien sûr, il faut se poser cette question parce qu'il y a un impact sociétal de l'art qui est primordial et que ça est censé être soutenu aussi par les publics parce que c'est la fonction du public. Mais il faut aussi être assez ouvert pour identifier tous les moyens de mener nos projets artistiques. Les projets artistiques, je suis qui est un technicien dans ce champ-là. C'est un peu ma vision un peu d'italienne où il n'y a pas beaucoup de financement public qui m'amène peut-être aussi à cette posture. Mathieu, tu veux rebondir ? Oui. Moi, je pense qu'il faut... En fait, le problème, c'est quand on parle comme ça du financement et des acteurs culturels, on confond plein de choses. Pour moi, il y a des choses... Il faut vraiment complètement séparer la question de l'œuvre de la question de la compétence. Les artistes, qui sont tous très malins et qui cherchent tous à survivre ou à se développer, ils valorisent leurs compétences. Ils font tous de la prestation. Tous les artistes avec lesquels j'étais hier, par exemple, ils vont faire, ceux qui sont musiciens, ils vont faire de la musique pour une prestation, pour un film, pour une pub, trucs comme ça. Et à côté de ça, ils ont leur œuvre. Ceux qui ont la chance de travailler sur des domaines technologiques, ce qu'ils apprennent en termes de code, ils vont l'utiliser sur d'autres champs. Donc ça me paraît... Enfin, je trouve que ça a toujours existé, ça existe très très bien. Mais ça ne résout pas la question de comment on finance une œuvre. En fait, c'est pas parce qu'on arrive à financer, c'est pas parce qu'en fait les entrepreneurs culturels ou les artistes arrivent à valoriser une partie de leurs œuvres que ne se pose pas la question, enfin, de leurs compétences, pardon, que ne se pose pas la question de comment on arrive à financer une œuvre. Et financer une œuvre, pour moi, ça passe par, malheureusement, en tout cas c'est la seule solution aujourd'hui, par un financement public, parce qu'on considère que l'art, c'est quelque chose qui nous permet encore de faire société, qui nous permet encore de donner du sens. Et, voilà. Et donc, en fait, le financement de l'œuvre, ça doit être dans le champ public. La question de comment on arrive à toutes ces compétences qui naissent du champ artistique, comment on arrive à les valoriser, ça, je pense effectivement, ce à quoi on appelle le no-vœu, c'est-à-dire le fait de mutualiser, le fait de se faire se rencontrer, le fait de pouvoir activer des compétences et les valoriser dans un autre domaine, je pense que c'est très important. Moi, j'ai deux sociétés. J'ai une société privée où je fais que de la prestation et j'ai une société de culture où je fais que des œuvres. Et donc, du coup, c'est que en financement public. Je tiens à dire, pour faire les deux au quotidien avec des équipes salariées dans les deux, pour moi, le truc le plus compliqué, mais je ne suis pas le seul, enfin, tous mes copains font souvent ça, c'est la question du temps. En fait, c'est la seule plasticité qui se pose, c'est la plasticité de votre cerveau, parce qu'en fait, une œuvre culturelle, un projet culturel, vous allez mettre entre 3 et 5 ans à le produire et à l'exploiter. Et une prestation, vous ferez les choses en un mois. Et en fait, passer de cet espace-temps à un autre, je trouve que c'est ça qui est le plus dur, parce qu'en fait, vous avez toujours l'impression de soit vous voler du temps à la partie création sur le long terme, soit vous vous épuisez dans le long terme, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le temps. Donc moi, je pense que la vraie problématique, c'est cette gestion de deux espaces-temps très différents. Agnès, vous vouliez rebondir sur ce que disait Mathieu, puis après, Yannick, je ne sais pas si on a trop répondu à ta question, mais après, si ça va. Et après, peut-être, si jamais parmi vous, il y a des questions, le temps, c'est la promesse de la Villa Créative, finalement. Déjà, en termes de temps pour construire la Villa Créative, oui, c'est ça. En fait, ça fait 8 ans que ce projet a émergé à l'Université d'Avignon et ça fait 4 ans que voilà, je m'y consacre quotidiennement. Donc juste puisqu'on parle depuis tout à l'heure de ressources, alors effectivement pour créer un lieu ressource,
Eh bien oui, déjà ça prend du temps. Et ensuite pour mener les projets et y accueillir tous ces acteurs, oui, je pense qu'il faudra justement leur offrir du temps. J'espère que ce sera celui qui pourra leur permettre de le faire. D'avoir des espaces-temps comme ça, avec justement les bonnes compétences, avec les bons acteurs, au bon endroit, dans un périmètre extrêmement restreint, pour justement accélérer peut-être pour eux leur projet. Mais je voulais juste peut-être faire aussi une ouverture, si vous le permettez. Il y a, depuis ce matin, je suis arrivée à partir de 10h, mais je n'ai pas entendu le terme de transition. Et pour moi, ça fait partie intégrante, en fait, de tout ce dont on parle. On est aujourd'hui confronté à des défis qui sont nombreux, qui sont aujourd'hui dont on ne peut absolument pas se cacher. Et je pense que dans nos pratiques quotidiennes et dans ce qu'on essaye tous en fait d'élaborer, ça doit être aussi au cœur de nos réflexions, y compris d'ailleurs par le modèle économique, y compris dans la mutualisation des services, y compris dans l'accueil des différents résidents, que ce soit résidents d'enseignants-chercheurs ou d'artistes. Et qu'est-ce qu'on veut faire justement de tous ces dispositifs de patrimoine, de numérique, de culture en général, si c'est pas au service aussi des transitions, ou si c'est pas au service de trouver des solutions qui sont immédiates. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on parlait du temps, on est dans une immédiateté qui s'impose à nous. Voilà, donc c'est juste permettre cette ouverture, mais ça me semble être important. Oui, c'est important, et puis qui s'impose à nous très fortement, très régulièrement dorénavant, parce qu'il est certain que nous passons d'une crise à l'autre depuis quelques années et qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Et peut-être que c'est vrai que tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est aussi une manière d'apporter une forme de réponse. À moins qu'il y ait un de vous... Oui, Gaëtan, je t'en prie. Oui, juste un tout petit mot pour compléter ce que je disais avant. Il y a aussi la question, on demande beaucoup ces derniers temps aux artistes d'avoir cette sensibilité, etc. Mais il y a peut-être, comme tu évoquais les communs technologiques, il y a peut-être aussi une pensée à avoir. Dans certains domaines, c'est très fort, au cinéma par exemple, mais dans l'art contemporain, c'est un acteur qui est presque absent et qui, grâce à certains, arrive, c'est le producteur. Et le producteur, lui, il peut aussi, c'est son métier de faire ça. Et ça permet, parce que moi j'ai les deux casquettes, donc je parlais comme ça, mais les artistes qu'on invite aux ensembles 2.2 ne se préoccupent pas de modèle économique. Ils touchent un salaire, des droits d'auteur, etc. Et ils font leur œuvre. Et donc ça, c'est aussi un rôle, peut-être qu'il faudrait penser à plus grande échelle, structurer des producteurs qui peuvent accompagner ce travail, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une solution. C'est tout à fait une solution. Est-ce qu'il y a une question Mathilde, qui est la première publique de la table ronde qu'elle a organisée. Je trouve ça génial. Non, mais c'est vrai que j'en profite parce que j'ai plein de questions et j'adore vous écouter parler. Donc, non, juste peut-être pour compléter parce que je me positionne d'un point de vue de structure d'accompagnement potentiel d'artistes qui travaillent dans le patrimoine, je voudrais rebondir sur ce que disait Gaëtan et sa formation de musicien et du fait qu'effectivement il y a des gens qui travaillent pendant des années à une formation artistique et à qui on ne propose aucune alternative, y compris artistique, autre que des formats très cadrés de profs et qui ne leur conviennent pas forcément non plus, d'ailleurs. Et donc je m'interroge sur cette formation initiale et sur la possibilité qu'une structure comme la nôtre, qui est peut-être un peu agile, pourrait avoir de proposer autre chose et d'aller former en amont dans les écoles, que ce soit les écoles d'art ou les écoles technologiques, des passerelles en fait, qui existent sans doute déjà un petit peu, mais peut-être qu'on les formalise et qu'on les hiérarchise et qu'on les recentre sur les questions du patrimoine. Ça, c'est la première question que je voulais me poser. Et je voudrais aussi rebondir sur un échange que j'avais eu avec Yannick en préparant cette table ronde qui concernait là aussi ce que lui pourrait attendre d'une structure d'accompagnement. Et il avait rapidement évoqué le fait que lui, dans son parcours de porteur de projet, lui qui voulait développer un projet culturel pour des institutions culturelles, il avait éprouvé des difficultés à accéder aux institutions culturelles, ne serait-ce que pour présenter le projet et pour tester son idée. Mais ça, je ne voudrais pas parler à sa place, donc je lui passe le micro. Oui, du coup, quand on monte un projet culturel et qu'on n'est pas littéraire ou qu'on n'est pas dans le domaine de la culture, c'est hyper compliqué de trouver des interlocuteurs qui vont prendre du temps pour nous écouter.
Et ça, c'est un vrai frein. Donc c'est super sympa, je critique pas ce que vous faites, hein, c'est pas du tout ça, c'est super sympa la vie créative ou le programme Creatis, on en a bénéficié. Mais je pense qu'en fait, il y a une partie de la population qui passe à côté de toutes ces offres parce qu'en fait, il y aura une espèce de frein ou une espèce de mur. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le vocabulaire et du coup, ils arrivent et ils ne sont pas pris en compte. C'est pas du tout une critique, hein, c'est juste un ressenti que j'avais eu pendant toute la période de création. Et ceci dit, mais si je peux me permettre de parler à partir du secteur des arts numériques, alors qu'on est quand même dans le champ culturel, c'est des difficultés auxquelles on peut être aussi confronté quand on est dans le secteur des arts culturels, mais ça c'est ce sujet qu'on a essayé de détricoter aussi, je pense, sur particulièrement cette table ronde, qui est la question de l'intersectorialité et que peut-être que c'est finalement c'est le moment dans lequel on est, le moment de transition que vous évoquiez, Anne-Lise, qui fait que justement les logiques d'institutions ou de silos petit à petit sont en train de se défaire et qu'il sera de plus en plus facile pour un porteur de projet comme toi de venir taper à la porte d'institutions qui auparavant n'étaient pas du tout prêtes à les écouter parce que on va être obligé petit à petit de faire ça, il me semble. Il y a aussi le fait qu'on ait un monde complètement atomisé et du coup c'est extrêmement compliqué d'exprimer une vision de secteur. Et ça c'est insupportable. Il y a 3 mois, j'ai fait venir ici le patron Europe de Fortnite. Fortnite, c'est le métavers aux 250 millions d'utilisateurs mensuels, qui, lorsqu'il fait un concert, lorsqu'il fait une galerie d'art, réunit entre 3 et 6 millions de personnes en même temps, et 20 millions pour le concert de Travis Scott. Il nous expliquait que il forme, parce que Fortnite appartient à un studio, d'ailleurs c'est marrant de voir le modèle économique, hein, c'est que Fortnite appartient à un studio qui s'appelle, un studio technologique qui s'appelle Epic Games, et ils ont développé leur propre moteur qui s'appelle Unreal. Et Unreal, qui est une solution technologique de 3D temps réel, il y a tellement de demandes aujourd'hui que Unreal forme dans le monde entier les jeunes gratuitement. C'est gratuit. Parce qu'en fait, ils n'arrivent plus aujourd'hui, il y a tellement de demandes sur la question de la 3D temps réel, c'est qu'en fait aujourd'hui, on n'arrive plus à en former. Et à côté de ça, on a nous ici des super écoles dans la tech, le wagon, des grandes écoles du numérique qui ne demandent aucun prérequis, ni académique, ni de niveau de langue, ni rien. Et nous, acteurs culturels, alors que Unreal, la question du temps réel dans la culture et dans les arts numériques est omniprésente, on ne préempte pas ça. Donc du coup, ce sont les très grands studios, c'est Ubisoft, en fait c'est l'industrie qui s'empare de ce champ-là, alors qu'en fait, si jamais on avait une vision de secteur en disant combien, si on avait ici des codeurs Unreal, on serait combien à leur offrir des emplois et on aurait combien de personnes qu'on pourrait employer, c'est sûr que ce serait intéressant. Mais on est un tout petit secteur atomisé. On n'a plus, comme on avait une époque, le PRIMI, on n'a plus d'organismes aujourd'hui régional qui nous permettent entre nous de discuter de ces choses-là, et donc du coup on n'est pas capable de profiter de ça. Mais moi je suis persuadé qu'on peut vraiment, il y a des champs de formation, des champs économiques, il y a un avenir dans le domaine de la culture ici, je parle d'un avenir financier et économique qui est énorme, mais on ne se parle pas assez. Mais c'est gratuit, c'est ça qui est... alors, je parle de Fortnite. Je parle d'Unreal. Unreal, c'est 100% gratuit. Ils viennent. Oui, c'est financé. Ah, mais ils n'ont même pas besoin. Juste un truc moi, qui m'a quand même amusé. Donc, Fortnite, c'est gratuit. Hein, vous téléchargez, c'est gratuit. Est-ce que vous savez le chiffre d'affaires que génère, juste parce qu'ils ont plein des jeux, mais pour Epic Games, Fortnite, ça génère 3 milliards par an. C'est gratuit. 3 milliards par an. Et du coup, ils peuvent se payer le luxe de dire non, mais nous, on vient dans une région, on vient avec nos développeurs et on vous forme. Et les mecs qui vont être formés avec ce tampon-là, ils vont avoir du boulot pour les 20 ans qui viennent, ils seront super bien payés. Et nous, plein de gens s'en emparent, mais nous, dans le champ culturel, on ne s'en empare pas. Alors qu'on en a besoin. Ça, c'est quand même un mystère
assez notable. Moi, je voulais juste tenter de répondre en fait à cette interpellation. Mais, juste pour vous livrer comment on a essayé de penser la villa créative. Au tout début du projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire de ce lieu. Et en fait, on se dit on veut que ça soit McDo. C'est venez comme vous êtes. McDonald's, c'est ouvert quasiment tout le temps. Vous y trouvez toujours de la chaleur, du partage si vous avez envie de parler à votre voisin. Vous y trouvez à manger, vous avez des menus différents. Bref, vous pouvez venir en fait en jogging ou hyper sapé. Vous trouverez toujours en fait ouvert de la lumière et, on l'espère, de quoi vous nourrir. Et on s'est dit, nous c'est ce qu'on veut. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre bagage, peu importe votre culture, à partir du moment où vous avez l'envie de franchir ces portes, eh bien on espère que dans le menu, dans tous les services qu'on va pouvoir proposer, il y a quelque chose qui puisse effectivement vous nourrir. Voilà. C'était un peu, voilà, pardon, c'est peut-être de la mauvaise com, mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'était comme ça qu'on avait essayé de penser le projet. Ça, c'est juste la structure. Par contre, dans les dispositifs à l'intérieur, je serais très heureuse de vous entendre pour savoir comment on peut encore plus favoriser voilà, cet espace d'ouverture. Voilà, ça y est, to be continued. Je vous propose qu'on clôt cette à moins qu'il y ait des questions dans la salle, j'ai pas tellement l'impression. Je vais essayer de jeter des coups d'œil régulièrement. On s'était dit qu'on essayait de pas aller au-delà de 13h. Il est 13h04. Mathilde, tu voudrais qu'on s'arrête jamais? J'ai compris que tu voulais qu'on s'arrête jamais. Mais de toute façon, il y a la visite à 14h. Ce qui fait qu'on va pouvoir continuer pour ceux qui font la visite, et je vous le recommande, à discuter, échanger. Il y a la plupart d'entre vous qui restez encore un petit peu. Gabriella, peut-être pas. Gabriella doit partir. Annelise, il faut qu'elle aille à un rendez-vous avec la banque. Et ouais, donc autant vous dire qu'il faut qu'elle y aille. Et Mathieu et Gaëtan restent un peu. Et puis Judith et Lise sont encore là. Il y a évidemment Yannick, et Damien est parti. Je crois que j'ai oublié personne de mes intervenants, ce qui est pas mal, hein. Merci beaucoup de votre écoute, de votre présence. On se retrouve à 14h pour faire la visite, et merci à vous. C'était extrêmement intéressant. Je me suis personnellement régalée. J'espère que c'était votre cas. Bonne fin de journée.